On utilise des mots comme symbolique ou diabolique un peu tous les jours, mais est-ce qu'on s'arrête vraiment sur leur poids, leur origine? Aujourd'hui, on se penche sur une source qui, justement, prend ces deux mots très au sérieux et qui va les transformer en quelque chose de complètement inattendu. La source en question, c'est un article de blog de 2013 signé Serge Bassino et qui s'intitule tout simplement Symbolisme. Notre mission, si on l'accepte, c'est de voir comment l'auteur dépoussière ces concepts pour en faire des outils presque psychologiques. C'est tout à fait ça. Et ce qui m'a frappé, dès la première lecture, c'est que l'auteur nous sort immédiatement du dictionnaire. Et de la morale aussi. Pour lui, il ne s'agit pas de bien ou de mal, c'est une question de cohérence. En fait, l'idée, c'est de voir si nos actions sont alignées avec nos intentions profondes ou si, au contraire, elles leur tournent complètement le dos. D'accord. Alors commençons par la base, le mot symbole. L'auteur nous ramène à l'étymologie grecque et c'est une simplicité presque désarmante. Il y a syn et bolène. Ensemble, ça veut dire qui va dans le même sens. Tout est là, en fait. C'est une définition très physique, presque mécanique, oui. Un symbole, dans son sens premier, c'est quand deux choses convergent, parfaitement. L'article donne un exemple que tout le monde peut comprendre. Caresser une personne qu'on aime. Ah oui, Le geste, la caresse, c'est l'expression directe du sentiment. L'intérieur et l'extérieur sont en parfaite harmonie. L'action et le message, quoi. c'est fluide, il n'y a pas de friction. Et l'auteur précise que ça s'applique à tout ce qui sert nos intérêts les plus immédiats. Donc c'est pas juste une question de grands rituels ou de concepts abstraits, c'est ça. Exactement. Un acte symbolique, c'est un acte qui fonctionne, qui est juste, parce qu'il n'y a pas de double fond. Il y a une sorte d'intégrité fondamentale dedans. Ce que je veux, ce que je ressens et ce que je fais. Ça forme une ligne droite. D'accord, donc si le symbole est cet alignement parfait, cette ligne droite, ça soulève une question évidente. Que se passe-t-il quand tout est désaligné? Quand ça part dans tous les sens? J'imagine que c'est là qu'on arrive au fameux concept de diabole. On y arrive en plein. L'étymologie suit la même logique, mais en miroir, dia et bolène signifie qui va dans le sens opposé. C'est ce qui a donné le mot diabolique. Et là, on n'est plus du tout dans l'harmonie. On est dans la fracture, le conflit interne qui devient visible. Et les exemples que donne l'auteur pour illustrer ça, ils sont puissants. Il ne parle pas de méchanceté abstraite, mais de situations très concrètes. Le premier, c'est prétendre aimer quelqu'un tout en le privant de sa liberté. C'est un exemple absolument brillant, Oui, parce qu'il capture l'essence même du diabole. Le discours proclame l'amour, qui par définition est un élan vers l'autre, un désir de son épanouissement, mais l'acte, lui, le contrôle, la possession, c'est un mouvement de repli, de peur, qui nie la liberté de l'autre. Les deux vecteurs sont en opposition totale. C'est une parole qui se trahit elle-même par l'action qui la suit. le discours dit « je t'élève » et l'action dit « je t'enferme ». C'est une contradiction fondamentale, oui. Le deuxième exemple est dans la même veine, mais à une échelle plus large. Utiliser le concept de Dieu pour justifier des crimes. Là encore, le fossé est vertigineux. On invoque une source supposée d'amour inconditionnel, de pardon, de lumière, pour légitimer la haine, la violence, la manipulation. C'est l'inversion totale du sens. L'outil de libération devient un instrument d'oppression. C'est l'acte diabolique par excellence, au sens où il divise. Il oppose radicalement la parole et l'action réelle. Et le troisième exemple est peut-être plus subtil, plus proche de nous. C'est celui qui s'abrite derrière un statut de chercheur de lumière pour nuire. On imagine tout de suite la personne qui utilise un jargon spirituel pour mieux écraser les autres, pour se placer au-dessus, quoi. Exactement. L'apparence est noble, mais le résultat est toxique. Et ce qui est fascinant, c'est que dans ces trois cas, le point commun, c'est pas l'acte en lui-même, la privation de liberté, le crime, non. C'est l'incohérence criante entre la façade et la réalité. L'auteur définit le diabolique non pas comme le mal, mais comme le mensonge fondamental, la perversion du sens. Et c'est là que le texte bascule. On s'attendrait à une leçon de morale, mais pas du tout. L'auteur nous dit que le symbole et le diabole sont les, je cite, deux béquilles psychologiques qui aident l'ésotériste véritable à avancer. Alors là, je dois avouer, ça m'a arrêté. Une béquille, Oui, l'image est surprenante. D'habitude, une béquille, ça soutient, alors qu'ici, le diabolique est défini comme une fracture, une opposition. Comment il arrive à réconcilier les deux? Ça semble contradictoire. c'est le cœur de l'article, ce retournement. Mais la contradiction n'est qu'apparente. Il faut juste changer de perspective.
Ces concepts ne sont plus des jugements à porter sur les autres, Ah! mais des instruments de mesure pour soi-même. Ils deviennent des indicateurs sur notre tableau de bord intérieur. Un tableau de bord, hein. J'aime bien l'image. C'est exactement ça. Quand on agit et que notre action est symbolique, c'est-à-dire que ce qu'on ressent est aligné avec ce qu'on veut et ce qu'on fait, bon, tout va bien, le voyant est au vert. L'action, nous dit l'auteur, devient le symbole vivant de ce que nous sommes, intérieurement. C'est un état de fluidité, de justesse. C'est le moment où on se sent à sa place, où les choses coulent de source. On n'a pas besoin de réfléchir. L'action est une évidence parce qu'elle vient d'un endroit unifié en nous. Précisément. Et c'est là que la béquille entre en jeu. Si ce que l'on ressent s'oppose à ce que l'on veut obtenir, alors notre action devient un diabolo. Elle va dans le sens opposé du but recherché. Et c'est là que ça devient un outil précieux. L'échec, la maladresse de l'acte, le malaise qu'il génère, tout ça, c'est plus une simple erreur à regretter. Ça devient un signal d'alarme. Un voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord. Voilà, cet acte diabolique nous montre de manière indéniable qu'il existe en nous, et je cite, un divorce entre le cœur et l'esprit. Au lieu de se dire « j'ai raté », on peut se demander « ok, qu'est-ce que cet acte raté dit de moi? Quelle est la partie de moi qui n'est pas d'accord avec ce que je prétends vouloir ?» Je vois. Le diable, ce n'est plus un péché, c'est un symptôme, c'est une béquille. Parce qu'il nous empêche de continuer à avancer en se mentant à soi-même. Il nous force à nous arrêter et à regarder la fracture. D'accord, c'est un outil de diagnostic, mais est-ce que ça ne risque pas de nous paralyser? Si chaque petite action ratée est le symptôme d'un divorce intérieur, on pourrait passer son temps à s'analyser au lieu d'agir. On risque de voir des conflits partout. C'est une excellente question et ça pointe le danger de l'hyper-introspection. Je pense que l'auteur ne nous invite pas à la paralyser, mais à l'honnêteté. Il ne s'agit pas d'analyser chaque éternuement, mais de prêter attention aux signaux forts. On a tous connu ce moment où on dit « oui » avec un grand sourire, alors que tout notre corps crie « non ». Ah oui, complètement. Le résultat est souvent maladroit, tendu. C'est un petit diabolé du quotidien, ça. L'auteur nous invite simplement à ne pas ignorer ce signal. D'accord, donc c'est un outil, un symptôme, mais ça soulève une autre question qui est peut-être la plus importante. Si je commence à utiliser ce tableau de bord, qui est le juge final? Qui a l'autorité pour dire « là, ton action était symbolique » ou « là, c'était diabolique » ? Et la réponse de l'auteur est radicale, sans appel. La seule personne qui peut en juger, c'est l'individu lui-même. C'est une responsabilité absolument personnelle. Personne d'autre ne peut le faire. Ça, c'est un point fondamental. Parce que le réflexe, c'est quand même souvent de chercher une validation extérieure, non? De demander à un ami, à un conjoint « tu penses que j'ai bien fait? Est-ce que je suis cohérente ?» On cherche un arbitre. Et l'auteur démontre ce réflexe de manière très logique. Il dit que si on laisse quelqu'un d'autre juger de notre cohérence, cette personne ne fera qu'une seule chose. Mesurer l'écart entre notre action et ce que lui pense que nous devrions faire. Ah oui. Le jugement est donc complètement biaisé. Il ne dit rien sur notre alignement intérieur, il ne fait que refléter les attentes et les projections de l'autre. Donc je suis la seule juge. Mais ça me semble être un piège potentiel. Comment on évite de tomber dans l'autocomplaisance? C'est si facile de se convaincre que nos actions sont parfaitement alignées, de se raconter des histoires pour justifier nos contradictions. Est-ce que l'auteur donne des pistes pour développer ce fameux bon jugement sur soi-même? C'est là que l'article devient très humble et presque intimidant. L'auteur est très clair, cet exercice d'auto-évaluation est extrêmement difficile. Il ne suffit pas de le décider. Il faut, et je cite, « déjà pas mal de discernement ». Et cette possibilité rare de prendre un minimum de recul avec nos processus mentaux. Oula! Ce n'est pas une simple introspection de 5 minutes sous la douche. C'est la capacité à s'observer soi-même presque comme un scientifique observe une expérience. Sans se mentir, sans excuser, sans dramatiser. Une possibilité rare. Cette formule est forte. Ça suggère que la plupart d'entre nous n'ont pas cette capacité, ou du moins pas de manière constante. C'est exactement ça. Et pour bien enfoncer le clou, il termine avec une observation qui calme tout le monde. Il dit que certains étudiants de l'ésotérisme, donc des gens qui consacrent leur vie à ce genre de travail intérieur, n'y parviennent toujours pas, même après 20 ans de pratique. 20 ans. Attendez, quand il dit ça, c'est à la fois terrifiant et rassurant, d'une certaine manière. Oui, Terrifiant parce que le chemin est
incroyablement long et difficile, Oui. mais rassurant parce que ça déculpabilise nos propres difficultés quotidiennes à être parfaitement cohérents. Ça nous rappelle que c'est le travail de toute une vie. C'est un immense appel à l'humilité, en fait. La capacité de distinguer en soi un acte symbolique d'un acte diabolique, ce n'est pas un talent inné, c'est le fruit d'une maturation très très lente. Pour résumer, on est parti de la simple étymologie de deux mots qu'on pensait bien connaître, et on est arrivé à un outil d'introspection redoutable, centré sur la recherche d'intégrité. L'intégrité entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Oui, la grande idée à emporter, c'est ce changement de paradigme. Un acte diabolique, dans cette optique, ça n'a plus rien à voir avec une condamnation morale. C'est un diagnostic. C'est le symptôme d'une fracture intérieure, d'un divorce en nous-mêmes, qui demande notre attention. C'est une information, pas une faute. Et le tout est placé sous notre seule et unique responsabilité. Personne ne peut faire le travail à notre place. C'est à la fois une immense liberté et une exigence de tous les instants. Absolument. Et ça soulève une question qui, je crois, peut rester avec nous bien après cette discussion. Au-delà de nos grandes décisions de vie, où les enjeux sont parfois clairs, combien de nos plus petites actions quotidiennes, de nos conversations, de nos emails, de nos silences, sont-elles réellement symboliques, en parfait accord avec nos intentions profondes? Et combien pourraient être de subtils diaboles, des petites trahisons de nous-mêmes, qui révèlent de minuscules fractures, de petits divorces inaperçus entre notre cœur et notre esprit?